Chapitre 11. Le Pont-Neuf. Il serait long et fastidieux de suivre étape par étape le chariot comique jusqu'à Paris, la grande ville. Il n'arriva point pendant la route d'aventures qui méritent d'être racontées. Nos comédiens avaient la bourse bien garnie et marchaient rondement, pouvant louer des chevaux et faire de bonnes traites. À Tours et à Orléans, la troupe s'arrêta pour donner quelques représentations, dont la recette satisfit Hérode plus sensible en sa qualité de directeur et de caissier au succès monnayé qu'à tout autre. Blasius commençait à se rassurer et à rire des terreurs que lui avait inspirées le caractère vindicatif de Vallombreuse. Cependant, Isabelle tremblait encore à cette idée d'enlèvement qui n'avait pas réussi, et plus d'une fois en songe, quoique dans les auberges, elle fit chambre commune avec Zerbine. Elle crut revoir la tête hagarde et sauvage de Chiquita sortir d'une lucarne à fond noir en montrant toutes ses dents blanches. Effrayée par cette vision, elle se réveillait poussant des cris, et sa compagne avait de la peine à la calmer. Sans témoigner autrement d'inquiétude, Sigognac couchait dans la chambre la plus voisine, l'épée sous le chevet, et tout habillé en cas d'algarade nocturne. Le jour, il cheminait le plus souvent à pied, au devant du chariot, en éclaireur, surtout lorsque près de la route quelques buissons, taillis, pans de murs ou chemines ruinées, pouvaient servir de retraite à une embuscade. S'il voyait un groupe de voyageurs à mine suspecte, il se repliait vers la charrette où le tyran, Scapin, Blasius et Léandre représentaient une respectable garnison, encore que de ces deux derniers l'un fût vieil et l'autre craintif comme lièvre. D'autres fois, en bon général d'armée qui sait prévoir les feintes de l'ennemi, il se tenait à l'arrière-garde, car le péril pouvait aussi bien venir de ce côté. Mais ces précautions furent inutiles et surérogatoires. Aucune attaque ne vint surprendre la troupe, soit que le duc n'eût point eu le temps de la combiner, soit qu'il eût renoncé à cette fantaisie, ou bien encore que la douleur de sa blessure lui retint le courage. Quoiqu'on fût en hiver, la saison n'était pas trop rigoureuse. Bien nourris et s'étant précautionnés à la friperie de vêtements chauds et plus épais que la serge et les manteaux de théâtre, les comédiens ne souffraient pas du froid, et la bise n'avait d'autre inconvénient que de faire monter aux joues des jeunes actrices un incarnat un peu plus vif que de coutume, et qui parfois même s'étendait jusque sur leur nez délicat. Ces roses d'hiver, quoiqu'un peu déplacées, ne leur allaient point mal, car tout sied à de jolies femmes. Quant à dame Léonarde, son teint de duègne usé par 40 ans de fard était inaltérable. La bise et l'aquilon n'y faisaient que blanchir. Enfin l'on arriva vers 4 heures du soir, tout près de la grande ville, du côté de la Bièvre dont on passa le ponceau, en longeant la Seine. Ce fleuve illustre entre tous, dont les flots ont l'honneur de baigner le palais de nos rois et tant d'autres édifices renommés par le monde. Les fumées que dégorgeaient les cheminées des maisons formaient au bas du ciel un grand banc de brume rousse à demi transparent, derrière lequel le soleil descendait tout rouge et dépouillé de ses raies. Sur ce fond de lumière sourde se dessinait en gris violâtre le contour des bâtiments privés, religieux et publics, que la perspective permettait d'embrasser de cet endroit. On apercevait de l'autre côté du fleuve, au-delà de l'île Louviers, le bastion de l'Arsenal, les Célestins, et plus en face de soi, la pointe de l'île Notre-Dame. La porte Saint-Bernard franchie, le spectacle devint magnifique. Notre-Dame apparaissait en plein, se montrant par le chevet avec ses arcs boutants semblables à des côtes de poissons gigantesques, ses deux tours carrées et sa flèche aiguë plantée sur le point d'intersection des nefs. D'autres clochetons plus humbles, trahissant au-dessus des toits des églises ou des chapelles enfouies dans la cohue des maisons, mordaient de leurs dents noires la bande claire du ciel, mais la cathédrale attirait surtout les regards de Sigognac, qui n'était jamais venu à Paris et que la grandeur de ce monument étonnait. Le mouvement des voitures chargées de denrées diverses, le nombre des cavaliers et des piétons qui se croisaient tumultueusement sur le bord du fleuve ou dans les rues qui le longent, et où s'engageait parfois le chariot pour prendre le plus court, les cris de toute cette foule l'éblouissaient et l'étourdissaient, lui, accoutumé à la vaste solitude des Landes et au silence mortuaire de son vieux château délabré. Il lui semblait qu'une meule de moulin tourna dans sa tête, et il se sentait chanceler comme un homme ivre. Bientôt, l'aiguille mignonnement ouvrée de la Sainte-Chapelle s'élança par-dessus les combles du palais, pénétrés par les dernières lueurs du couchant. Les lumières qui s'allumaient piquaient de points rouges les façades sombres des maisons, et la rivière réfléchissait ces lueurs en les allongeant comme des serpents de feu dans ses eaux noires. Bientôt se dessina dans l'ombre, le long du quai, l'église et le cloître des grands Augustins, et sur le terre-plein du Pont-Neuf, Sigognac vit à sa droite s'ébaucher à travers l'obscurité croissante la forme d'une statue équestre, celle du bon roi Henri IV. Mais le chariot tournant l'angle de la rue Dauphine, nouvellement percée sur les terrains du couvent, fit bientôt disparaître le cavalier et le cheval. Il y avait dans le haut de la rue Dauphine, près de la porte de ce nom, une vaste hôtellerie où descendaient parfois les ambassades des pays extravagants et chimériques. Cette auberge pouvait recevoir à l'improviste de nombreuses compagnies. Les bêtes y étaient toujours sûres de trouver du foin au râtelier, et les maîtres n'y manquaient jamais de lit. C'était là qu'Hérode avait fixé comme en un lieu propice le campement de sa horde théâtrale.
Le brillant état de la caisse permettait ce luxe. Luxe utile d'ailleurs, car il relevait la troupe en montrant qu'elle n'était point composée de vagabonds, escrocs et débauchés, forcés par la misère à ce fâcheux métier d'histrion de province, mais bien de braves comédiens, à qui leur talent faisait un revenu honnête, chose possible comme il appert des raisons qu'en donne M. Pierre de Corneille, poète célèbre, en sa pièce de l'illusion comique. La cuisine où les comédiens entrèrent en attendant qu'on préparât leur chambre était grande à y pouvoir accommoder à l'aise le dîner de Gargantua ou de Pantagruel. Au fond de l'immense cheminée qui s'ouvrait rouge et flamboyante, comme la gueule représentant l'enfer dans la grande diablerie de Douai, brûlaient des arbres tout entiers. À plusieurs broches superposées, que faisait mouvoir un chien se démenant comme un possédé à l'intérieur d'une roue, se doraient des chapelets d'oies, de poulardes et de coqs vierges, brunissaient des quartiers de bœuf, roussissaient des longes de veau, sans compter les perdrix, bécassines, cailles et autres menus chasses. Un marmiton à demi cuit lui-même et ruisselant de sueur, bien qu'il ne fût vêtu que d'une simple veste de toile, arrosait ses victuailles avec une cuillère à peau qu'il replongeait dans la lèche frite dès qu'il en avait versé le contenu. Vrai travail de Danaïde, car le jus recueilli s'écoulait toujours. Autour d'une longue table de chêne, couverte de mets en préparation, s'agitait tout un monde de cuisiniers, prosecteurs, gars de sauce, des mains desquels les aides recevaient les pièces lardées, troussées, épicées, pour les porter au fourneau qui, tout incandescent de braise et pétillant d'étincelles, ressemblait plutôt aux forges de Vulcain qu'à des officines culinaires, les garçons ayant l'air de cyclopes à travers cette brume enflammée. Le long des murs brillait une formidable batterie de cuisine de cuivre rouge ou de laiton. Chaudrons, casseroles de toute grandeur, poissonnières à faire cuire le léviathan au court bouillon, moules de pâtisseries façonnées en donjons, dômes, petits temples, casques et turbans de forme sarrasine, enfin toutes les armes offensives et défensives que peut renfermer l'arsenal du dieu Gaster. À chaque instant arrivaient de l'office quelques robustes servantes, aux joues colorées et maflues comme les peintres flamands en mettent dans leurs tableaux, portant sur la tête ou la hanche des corbeilles pleines de provisions. Passez-moi la muscade, disait l'un. Un peu de cannelle, s'écriait l'autre. Par ici les 4 épices. Remettez du sel dans la boîte. Les clous de girofle, du laurier, une barre de lard, s'il vous plaît, bien mince. Soufflez ce fourneau, il ne va pas. Éteignez cet autre. Il va trop et tout brûlera comme châtaigne oubliée dans la poêle. Versez du jus dans ce coulis. Allongez-moi ce roux car il épaissit. Battez-moi ces blancs d'œufs en pierre fouetteur. Il ne mousse pas. Saupoudrez-moi ce jambonneau de chapelure. Tirez de la broche cet oison, il est à point. Encore 5 ou 6 tours pour cette poularde. Vite, vite, enlevez le bœuf. Il faut qu'il soit saignant. Laissez le veau et les poulets. Les veaux mal cuits, les poulets crus font les cimetières bossus. Retenez cela, Galopin. N'est pas rôtisseur qui veut, c'est un don du ciel. Portez ce potage à la reine au numéro 6. Qui a demandé l'écaille au gratin? Dressez vivement ce rable de lièvre piqué. Ainsi se croisaient dans un gai tumulte les propos substantiels et mots de gueule justifiant mieux leur titre que les mots de gueule gelés entendus de Panurge à la fonte des glaces polaires, car ils avaient tout rapport à quelques mets, condiments ou friandises. Hérode, Blasius et Scapin, qui étaient sur leur bouche et gourmands comme chats de dévote, se pourléchaient les babines à cette éloquence si grasse, si succulente et si bien nourrie, qu'ils disaient hautement préférée à celle d'Isocrate. Démosthène, Échine, Hortensius, Cicéro, et autres tels bavards, dont les phrases ne sont que viande creuse et ne contiennent aucun suc médulaire. Il me prend des envies, dit Blasius, de baiser sur l'une et l'autre joue ce gros cuisinier, gras et ventripotent comme moine, qui gouverne toutes ces casseroles d'un air si superbe. Jamais capitaine ne fut plus admirable au feu. Au moment où un valet venait dire aux comédiens que leur chambre était prête, un voyageur entra dans la cuisine et s'approcha de la cheminée. C'était un homme d'une trentaine d'années, de haute taille, mince, vigoureux, de physionomie déplaisante quoique régulière. Le reflet du foyer bordait son profil d'un liséré de feu, tandis que le reste de sa figure baignait dans l'ombre. Cette touche lumineuse accusait une arcade sourcilière assez proéminente, abritant un œil dur et scrutateur, un nez d'une courbure aquiline dont le bout se rabattait en bec crochu sur une moustache épaisse, une lèvre inférieure très mince que rejoignait brusquement un menton ramassé et court, comme si la matière eût manqué à la nature pour achever ce masque. Le col que dégageait un rabat de toile plate empesée laissait voir dans sa maigreur ce cartilage en saillie que les bonnes femmes expliquent par un quartier de la pomme fatale resté au gosier d'Adam, et que quelques-uns de ses fils n'ont pas avalé encore. Le costume se composait d'un pourpoint en drap gris de fer agrafé sur une veste de buffle, d'un haut de chose de couleur brune et de bottes de feutre remontant au-dessus du genou et se plissant en vagues spirales autour des jambes. De nombreuses mouchetures de boue, les unes sèches, les autres fraîches encore, annonçaient une longue route parcourue, et les molettes des éperons rougis d'un sang noirâtre disaient que, pour arriver au terme de son voyage, le cavalier avait dû solliciter impérieusement les flancs de sa monture fatiguée. Une longue rapière, dont la coquille de fer ouvragée devait peser plus d'une livre,
pendait à un large ceinturon de cuir, fermé par une boucle en cuivre et sanglant l'échine maigre du compagnon. Un manteau de couleur sombre qu'il avait jeté sur un banc avec son chapeau complétait l'accoutrement. Il eût été difficile de préciser à quelle classe appartenait le nouveau venu. Ce n'était ni un marchand, ni un bourgeois, ni un soldat. La supposition la plus plausible lui fait ranger dans la catégorie de ces gentilshommes pauvres ou de petite noblesse qui se font domestiques chez quelques grands et s'attachent à sa fortune. Sigognac, qui n'avait pas l'âme à la cuisine comme Hérode ou Blasius, et que la contemplation de ses triomphantes victuailles n'absorbait point, regardait avec une certaine curiosité ce grand drôle, dont la physionomie ne lui semblait pas inconnue, bien qu'il ne pût se rappeler ni en quel endroit, ni en quel temps il l'avait rencontré. Vainement, il battit le rappel de ses souvenirs, il ne trouva pas ce qu'il cherchait. Cependant, il sentait confusément que ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait en contact avec cet énigmatique personnage, qui, peu soucieux de cet examen inquisitif dont il paraissait avoir conscience, tourna tout à fait le dos à la salle en se penchant vers la cheminée sous figure de se chauffer les mains de plus près. Comme sa mémoire ne lui fournissait rien de précis et qu'une plus longue insistance eût pu faire naître une querelle inutile, le baron suivit les comédiens qui prirent possession de leurs logis respectifs. Et après avoir fait un bout de toilette, se réunirent dans une salle basse où était servi le souper, auquel ils firent fête en gens affamés et altérés. Blasius, clapant de la langue, proclama le vin bon et se versa de nombreuses rasades, sans oublier les verres de ses camarades, car ce n'était point un de ces biberons égoïstes qui rendent de Tabacus un culte solitaire. Il aimait presque autant faire boire que boire lui-même. Le tyran escapin lui rendait raison. Léandre craignait, en s'adonnant à de trop fréquentes libérations, d'altérer la blancheur de son teint et de se fleurir le nez de bourgeons et bubelettes, ornements peu convenables pour un amoureux. Quant au baron, les longues abstinences subies au château de Sigognac lui avaient donné des habitudes de sobriété castillane dont il ne se départait qu'avec peine. Il était d'ailleurs préoccupé du personnage entrevu dans la cuisine et qu'il trouvait suspect sans pouvoir dire pourquoi, car rien n'était plus naturel que l'arrivée d'un voyageur dans une hôtellerie bien achalandée. Le repas était gai, animé par le vin et la bonne chère, joyeux enfin d'être à Paris, cet Eldorado de tous les gens approgés, imprégné de cette chaude atmosphère si agréable, après de longues heures passées au froid dans une charrette. Les comédiens se livraient aux plus folles espérances. Ils rivalisaient en idées avec l'hôtel de Bourgogne et la troupe du Marais. Ils se voyaient applaudis, fêtés, appelés à la cour, commandant des pièces aux plus beaux esprits du temps, traitant les poètes en grimaud, invités à des régals par les grands seigneurs, et bientôt roulant carrosse. Léandre rêvait les plus hautes conquêtes, et c'est tout au plus s'il consentait à ne pas usurper la reine. Quoiqu'il n'eût pas bu, sa vanité était ivre. Depuis son aventure avec la marquise de Bruyères, il se croyait décidément irrésistible, et son amour-propre ne connaissait plus de bornes. Séraphine se promettait de ne rester fidèle au chevalier de Vidalanque que jusqu'au jour où se présenterait un plumet mieux fourni et plus huppé. Pour Zerbine, elle avait son marquis qui la devait bientôt rejoindre, et elle ne formait point de projet. Dame Léonarde étant mise hors de cause par son âge et ne pouvant servir que d'iris messagère, ne s'amusait pas à ses futilités et ne perdait pas un coup de dent. Blasius lui chargeait son assiette et lui remplissait son gobelet jusqu'au bord, avec une rapidité comique, plaisanterie que la vieille acceptait de bonne grâce. Isabelle, qui depuis longtemps avait cessé de manger, roulait distraitement entre ses doigts une boulette de mie de pain, à laquelle elle donnait la forme d'une colombe, et reposait sur son cher Sigognac, assis à l'autre bout de la table, un regard tout baigné de chaste amour et de tendresse angélique. La chaude température de la salle avait fait monter une délicate rougeur à ses joues, naguère un peu pâlie par la fatigue du voyage. Elle était adorablement belle de la sorte, et si le jeune duc de Vallombreuse eût pu la voir ainsi, son amour se fût exaspéré jusqu'à la rage. De son côté, Sigognac contemplait Isabelle avec une admiration respectueuse. Les beaux sentiments de cette charmante fille le touchaient autant que les attraits dont elle était abondamment pourvue, et il regrettait que par excès de délicatesse elle l'eût refusé pour mari. Le souper fini, les femmes se retirèrent, ainsi que Léandre et le baron, laissant le trio d'ivrognes émérites achever les bouteilles en vidange, procédé qui sembla trop soigneux au laquais, chargé de servir à boire, mais dont une pièce blanche de bonne main le consola. « Barricadez-vous bien dans votre réduit, dit Sigognac en reconduisant Isabelle jusqu'à la porte de sa chambre. Il y a tant de gens dans ces hôtelleries qu'on ne saurait trop prendre de sûreté. Ne craignez rien, cher baron, répondit la jeune comédienne. Ma porte ferme par une serrure à 3 tours qui pourrait clore une prison. Il y a de plus un verrou long comme mon bras, la fenêtre est grillée, et nul œil de bœuf n'ouvre au mur sa prunelle sombre. Les voyageurs ont souvent des objets qui pourraient tenter la cupidité des larrons, et leurs logements doivent être clos de façon hermétique. Jamais princesse de conte de fées menacée d'un sort n'aura été plus en sûreté dans sa tour gardée par des dragons. Parfois, répliqua Sigognac, tous les enchantements sont vains, et l'ennemi pénètre en la place malgré les phylactères, les tétragrammes et les abracadabras. C'est que la princesse, reprit Isabelle en souriant,
favoriser l'ennemi de quelque complicité curieuse ou amoureuse, s'ennuyant d'être ainsi recluse, encore que ce fût pour son bien, ce qui n'est point mon cas. Donc, puisque je n'ai point peur, moi qui suis de nature plus timide qu'une biche, oyant le son du corps et les abois de la meute, vous devez être rassurés, vous qui égalez en courage Alexandre et César. Dormez sur l'une et l'autre oreille. Et en signe d'adieu, elle tendit aux lèvres de Sigognac une main fluette et douce, dont elle savait préserver la blancheur, aussi bien qu'eût pu le faire une duchesse avec des poudres de talc, des pommades de concombre et des gants préparés. Quand elle fut rentrée, Sigognac entendit tourner la clé dans la serrure, le peigne mordre la gâchette, et le verrou grincer de la façon la plus rassurante. Mais comme il mettait le pied au seuil de sa chambre, il vit passer sur la muraille découpée par la lumière du falot qui éclairait le corridor, l'ombre d'un homme qu'il n'avait pas entendu venir, et dont le corps le frôla presque. Sigognac retourna vivement la tête. C'était l'inconnu de la cuisine se rendant sans doute au logis que l'hôte lui avait assigné. Cela était fort simple. Cependant le baron suivit du regard, jusqu'à ce qu'un coude du corridor le dérobât à sa vue, en faisant mine de ne pas rencontrer tout d'abord le trou de la serrure, ce personnage mystérieux, dont la tournure le préoccupait étrangement. Une porte retombant avec un bruit que le silence qui commençait à régner dans l'auberge rendait plus perceptible, lui apprit que l'inconnu était rentré chez lui, et qu'il habitait une région assez éloignée de l'auberge. N'ayant pas envie de dormir, Sigognac se mit à écrire une lettre au brave Pierre, comme il lui avait promis de le faire dès son arrivée à Paris. Il eut soin de former bien distinctement les caractères, car le fidèle domestique n'était pas grand docteur et n'épelait guère que la lettre moulée. Cette épître était ainsi conçue. Mon bon Pierre, me voici enfin à Paris, où, à ce qu'on prétend, je dois faire fortune et relever ma maison déchue, quoiqu'à vrai dire je n'en vois guère le moyen. Cependant, quelque heureuse occasion peut me rapprocher de la cour, et si je parviens à parler au roi de qui toute grâce émane, les services rendus par mes aïeux au roi ses prédécesseurs me seront sans doute comptés. Sa Majesté ne souffrira pas qu'une noble famille qui s'est ruinée dans les guerres s'éteigne ainsi misérablement. En attendant, faute d'autres ressources, je joue la comédie, et j'ai à ce métier gagné quelques pistoles dont je t'enverrai une part dès que j'aurai trouvé une occasion sûre. J'eusse mieux fait peut-être de m'engager comme soldat en quelque compagnie, mais je ne voulais pas contraindre ma liberté, et d'ailleurs quelque pauvre qu'il soit, obéir répugne à celui dont les ancêtres ont commandé et qui n'a jamais reçu d'ordre de personne. Et puis la solitude m'a fait un peu indomptable et sauvage. La seule aventure de marque que j'ai eue en ce long voyage, c'est un duel avec un certain duc fort méchant et très grand spadassin, dont je suis sorti à ma gloire, grâce à tes bonnes leçons. Je lui ai traversé le bras de part en part, et rien ne m'était plus facile que de le coucher mort sur le pré, car sa parade ne vaut pas son attaque, étant plus fougueux que prudent, et moins ferme que rapide. Plusieurs fois il s'est découvert, et j'aurais pu le dépêcher au monument d'un de ces coups irrésistibles que tu m'as enseignés avec tant de patience, pendant ces longs assauts que nous faisions dans la salle basse de Sigognac, la seule dont le plancher fût assez solide pour résister à nos appels de pied, afin de tuer le temps, de nous dégourdir les doigts et de gagner le sommeil par la fatigue. Ton élève te fait honneur, et j'ai beaucoup grandi en la considération générale après cette victoire vraiment trop facile. Il paraît que je suis décidément une fine lame, un gladiateur de premier ordre. Mais laissons cela. Je pense souvent, malgré les distractions d'une nouvelle vie, à ce pauvre vieux château dont les ruines s'écroulent sur les tombes de ma famille, et où j'ai passé ma triste jeunesse. De loin, il ne me paraît plus si laid ni si maussade. Même il y a des moments où je me promène en idée à travers ces salles désertes, regardant les portraits jaunis, qui si longtemps ont été ma seule compagnie, et faisant craquer sous mon pied quelque éclat de vitre tombé d'une fenêtre effondrée, et cette rêverie me cause une sorte de plaisir mélancolique. Cela me ferait aussi une vive joie de revoir ta bonne vieille face brunie par le soleil, éclairée à mon aspect d'un sourire cordial. Et pourquoi rougirais-je de le dire? Je voudrais bien entendre le rouet de Belzébuth, l'abois de Miro, et le hennissement de ce pauvre Bayard, qui rassemblait ses dernières forces pour me porter, bien que je ne fusse guère lourd. Le malheureux que les hommes délaissent donne une part de son âme aux animaux plus fidèles que l'infortune n'effraie pas. Ces braves bêtes qui m'aimaient, vivent-elles encore, et paraissent-elles se souvenir de moi et me regretter? As-tu pu, du moins, en cet habitacle de misère, les empêcher de mourir de faim et prélever sur ta maigre pitance un lopin à leur jeter? Tâchez de vivre tous, jusqu'à ce que je revienne pauvre ou riche, heureux ou désespéré, pour partager mon désastre ou ma fortune, et finir ensemble selon que le sort en disposera, dans l'endroit où nous avons souffert. Si je dois être le dernier des Sigognac, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a encore pour moi une place vide dans le caveau de mes pères. Baron de Sigognac. Le baron scella cette lettre d'une bague à cacher, seul bijou qu'il conserva de son père et qui portait gravés les 3 cigognes sur champ d'azur. Il écrivit l'adresse et serra la missive dans un portefeuille pour l'envoyer quand partirait quelque courrier pour la Gascogne. Du château de Sigognac, où l'idée de Pierre l'avait transporté, son esprit revint à Paris et à la situation présente.
Quoique l'heure fût avancée, il entendait vaguement bruire autour de lui ce murmure sourd d'une grande ville, qui, de même que l'océan, ne se tait jamais alors même qu'elle semble reposer. C'était le pas d'un cheval, le roulement d'un carrosse s'éteignant dans le lointain, quelques chansons d'ivrogne attardées, quelques cliquetis de rapières froissées l'une contre l'autre, un cri de passant assailli par les tire-laines du Pont-Neuf, un hurlement de chien perdu ou toute autre rumeur indistincte. Parmi ces bruits, Sigognac crut distinguer dans le corridor un pas d'homme botté marchant avec précaution, comme s'il ne voulait pas être entendu. Il éteignit sa lumière pour que le rayon ne le décelât point, et entr'ouvrant sa porte, il vit dans les profondeurs du couloir un individu soigneusement embossé d'une cape de couleur sombre, qui se dirigeait vers la chambre du premier voyageur, dont la tournure lui avait paru suspecte. Quelques instants après, un autre compagnon dont la chaussure craquait, bien qu'il s'efforçât de rendre sa démarche légère, prit le même chemin que le premier. Une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'un troisième gaillard d'une mine assez truculente apparut, sous le reflet douteux de la lanterne près de s'éteindre, et s'engagea dans le couloir. Il était armé comme les deux autres, et un long estoc relevait par derrière le bord de sa cape. L'ombre que projetait sur son visage le bord d'un feutre à plume noire ne permettait pas d'en distinguer les traits. Cette procession d'escogriffe sembla par trop intempestive et bizarre à Sigognac, et ce nombre de 4 lui rappela le guet-apens dont il avait failli être victime dans la ruelle de Poitiers, au sortir du théâtre, après sa querelle avec le duc de Vallombreuse. Ce fut un trait de lumière pour lui, et il reconnut dans l'homme qui l'avait tant intrigué à la cuisine le faquin dont l'agression eût pu lui être fatale s'il ne s'y était attendu. C'était bien celui qui avait roulé les 4 fers en l'air, le chapeau enfoncé jusqu'aux épaules, sous les coups de plat d'épée que le capitaine Fracasse lui administrait de bon courage. Les autres devaient être ses compagnons vaillamment mis en déroute par Hérode et Scapin. Quel hasard, ou pour mieux parler, quel complot les réunissait juste à l'auberge où la troupe avait pris ses quartiers et le soir même de son arrivée? Il fallait qu'ils l'eussent suivi étape par étape. Et cependant Sigognac avait bien surveillé la route. Mais comment démêler un adversaire dans un cavalier qui passe d'un air indifférent et ne s'arrête point, vous jetant à peine ce regard vague qu'excite en voyage toute rencontre? Ce qu'il y avait de sûr, c'est que la haine et l'amour du jeune duc ne s'étaient point endormis, et cherchaient à se satisfaire tous les deux. Sa vengeance tâchait d'envelopper dans le même filet Isabelle et Sigognac. Très brave de sa nature, le baron ne redoutait pas pour lui les entreprises de ces drôles gagés, que le vent de sa bonne lame eût mis en fuite, et qui ne devait pas être plus courageux avec l'épée qu'avec le bâton. Mais il redoutait quelques lâches et subtiles machinations à l'encontre de la jeune comédienne. Il prit donc ses précautions en conséquence, et résolut de ne pas se coucher. Allumant toutes les bougies qui se trouvaient dans sa chambre, il ouvrit sa porte de façon à ce qu'une masse de clarté se projetât sur la muraille opposée du corridor, à l'endroit même où donnait l'huile d'Isabelle. Puis il s'assit tranquillement, après avoir tiré son épée ainsi que sa dague, pour les avoir prêtes à la main s'il arrivait quelque chose. Il attendit longtemps sans rien voir. Déjà 2 heures avaient sonné au carillon de la Samaritaine et à l'horloge plus voisine des Grands Augustins, lorsqu'un léger frôlement se fit entendre, et bientôt dans le cadre lumineux découpé sur le mur apparut incertain, hésitant, et l'air fort penaud, le premier individu qui n'était autre que Mérindole, l'un des bretteurs du duc de Vallombreuse. Sigognac se tenait debout sur le seuil, l'épée au poing, prêt à l'attaque et à la défense, avec une mine si héroïque, si fière et si triomphante, que Mérindole passa sans mot dire et baissant la tête. Les 3 autres, venant à la file et surpris par ce flot de brusque lumière au centre de laquelle flamboyait terriblement le baron, s'esquivèrent le plus lestement qu'ils purent, et même le dernier laissa tomber une pince, destinée sans doute à forcer la porte du capitaine Fracasse pendant son sommeil. Le baron les salua d'un geste dérisoire, et bientôt un bruit de chevaux qu'on tirerait de l'écurie se fit entendre dans la cour. Les 4 coquins, leur coup manqué, détalaient à toute bride. Au déjeuner, Hérode dit à Sigognac: « Capitaine, la curiosité ne vous pointe-t-elle pas d'aller visiter un peu cette ville, une des principales de ce monde et dont on fait tant de récits? Si cela vous est agréable, je vous servirai de guide et de pilote. Connaissant de longue main, pour les avoir pratiqués dans mon adolescence, les récifs, écueils, bas-fonds, Euripes, Charybes des Scylla, de cette mer périculeuse aux étrangers et provinciaux. Je serai votre Palinurus, et ne me laisserai point choisir le nez dans l'onde, comme celui dont parle Virgilius Maro. Nous sommes ici tout portés pour voir le spectacle, le Pont-Neuf étant pour Paris ce qu'était la voie sacrée pour Rome, le passage, rendez-vous et galerie péripathétique des nouvellistes, gobe-mouches, poètes, escrocs, tire-laines, battleurs, courtisanes, gentilshommes, bourgeois, soudards et gens de tous états. Votre proposition m'agrée fort, brave Hérode, répondit Sigognac. Mais prévenez Scapin qu'il reste à l'hôtel, et de son œil de renard, surveille les allants et venants dont les façons ne seraient pas bien claires, qu'il ne quitte pas Isabelle. La vengeance de Vallombreuse rôde autour de nous, cherchant à nous dévorer. Cette nuit, j'ai revu les 4 marauds que nous avons si bien accommodés en la ruelle de Poitiers. Leur dessein était, je l'imagine, de forcer ma porte, de me surprendre au milieu de mon sommeil et de me faire un mauvais parti.
Comme je veillais avec l'idée de quelque embûche à l'endroit de notre jeune ami, leur projet n'a pas pu s'effectuer, et se voyant découverts, ils se sont sauvés dardard sur leurs chevaux, qui les attendaient tous scellés à l'écurie, sous prétexte qu'ils voulaient matinalement partir. Je ne pense pas, répondit le tyran, qu'ils osent rien tenter de jour. L'aide viendrait au moindre appel, et ils doivent d'ailleurs avoir encore le nez cassé de leur déconvenue. Scapin, Blasius et Léandre suffiront bien à garder Isabelle jusqu'à notre rentrée au logis. Mais de crainte de quelques querelles ou algarades par les rues, je vais prendre mon épée pour appuyer la vôtre au besoin. Cela dit, le tyran boucla son majestueux abdomen d'un ceinturon soutenant une longue et solide rapière. Il jeta sur le coin de son épaule un petit manteau court qui ne pouvait embarrasser ses mouvements, et il enfonça jusqu'aux sourcils son feutre à plumes rouges. Car il faut se méfier, quand on passe les ponts, du vent de bise ou de galerne, lequel a bientôt fait d'envoyer un chapeau à la rivière, au grand ébaudissement des pages, laquais et galopins. Telle était la raison que donnait Hérode de cette coiffure ainsi rabattue. Mais l'honnête comédien pensait que cela pourrait peut-être nuire plus tard à Sigognac gentilhomme d'avoir été vu publiquement avec un histrion. C'est pourquoi il dissimulait autant que possible sa figure trop connue du populaire. À l'angle de la rue Dauphine, Hérode fit remarquer à Sigognac, sous le porche des grands Augustins, les gens qui venaient acheter la viande saisie chez les bouchers les jours défendus et se ruaient pour en avoir quelques quartiers à bas prix. Il lui montra aussi les nouvellistes, agitant entre eux les destins des royaumes, remaniant à leur gré les frontières, partageant les empires et rapportant de point en point les discours que les ministres avaient tenus seuls en leur cabinet. Là se débitaient les gazettes, les libelles, écrits satiriques et autres menues brochures colportées sous le manteau. Tout ce monde chimérique avait la mine hâve, l'air fou et le vêtement délabré. Ne nous arrêtons pas, dit Hérode. À écouter leurs billevesées, nous n'en aurions jamais fini. À moins pourtant que vous ne teniez à savoir le dernier édit du Sophie de Perse, ou le cérémonial usité à la cour du prêtre Jean. Avançons de quelques pas, et nous allons jouir d'un des plus beaux spectacles de l'univers, et tel que les théâtres n'en présentent point dans leur décoration de pièces à machine. En effet, la perspective qui se déploya devant les yeux de Sigognac et de son guide, lorsqu'ils eurent franchi les arches jetées sur le petit cours de l'eau, n'avait pas alors et n'a pas encore de rival au monde. Le premier plan en était formé par le pont lui-même, avec les gracieuses demi-lunes pratiquées au-dessus de chaque pile. Le pont neuf n'était pas chargé, comme le pont au Change et le pont Saint-Michel, de 2 files de hautes maisons. Le grand monarque qui l'avait fait bâtir n'avait pas voulu que de chétives et maussades constructions obstruassent la vue du somptueux palais où résident nos rois, et qu'on découvre de ce point en tout son développement. Sur le terre-plein formant la pointe de l'île, avec l'air calme d'un Marc Aurèle, le bon roi chevauchait sa monture de bronze au sommet d'un piédestal, où s'adossait à chaque angle un captif de métal se contournant dans ses liens. Une grille en fer battu, à riche volute, l'entourait pour préserver sa base des familiarités et irrévérences de la plèbe, car parfois, enjambant la grille, les polissons se risquaient à monter en croupe du débonnaire monarque, surtout les jours d'entrée royale ou d'exécution curieuse. Le ton sévère du bronze se détachait en vigueur sur le vague de l'air, et le fond des coteaux lointains qu'on apercevait au-delà du pont rouge. Du côté de la rive gauche, au-dessus des maisons, jaillissait la flèche de Saint-Germain-des-Prés, la vieille église romane, et se dressaient les hauts toits de l'hôtel de Nevers, grand palais toujours inachevé. Un peu plus loin, la tour, antique reste de l'hôtel de Nesle, trempait son pied dans la rivière, au milieu d'un monceau de décombres, et quoique depuis longtemps à l'état de ruine, gardait encore une fière attitude sur l'horizon. Au-delà s'étendait la Grenouillère, et dans une vague brume azurée, l'on distinguait au bord du ciel les 3 croix plantées au haut du calvaire ou mont Valérien. Le Louvre occupait splendidement la rive droite éclairée et dorée par un gai rayon de soleil, plus lumineux que chaud, comme peut l'être un soleil d'hiver, mais qui donnait un singulier relief aux détails de cette architecture à la fois noble et riche. La longue galerie réunissant le Louvre aux Tuileries, disposition merveilleuse qui permet au roi d'être tour à tour quand bon lui semble, dans sa bonne ville ou dans la campagne, déployait ses beautés non pareilles, fines sculptures, corniches historiées, bossages vermiculés, colonnes et pilastres à égaler les constructions des plus habiles architectes grecs ou romains. À partir de l'angle où s'ouvre le balcon de Charles IX, le bâtiment faisait une retraite, laissant place à des jardins et à des constructions parasites, champignons poussés au pied de l'ancien édifice. Sur le quai, des ponceaux arrondissaient leurs arcades, et un peu plus en aval que la tour de Nesle s'élevait une cour, reste du vieux Louvre de Charles V, flanquant la porte bâtie entre le fleuve et le palais. Ces 2 vieilles tours, couplées à la mode gothique, se faisant face diagonalement, ne contribuaient pas peu à l'agrément de la perspective. Elles rappelaient le temps de la féodalité, et tenaient leur place parmi les architectures neuves et de bon goût, comme une chaire à l'antique ou quelques vieux dressoirs en chêne curieusement ouvrés au milieu de meubles modernes plaqués d'argent et de dorure. Ces reliques des siècles disparus donnent aux cités une physionomie respectable, et l'on devrait bien se garder de les faire disparaître. Au bout du jardin des Tuileries, où finit la ville, on distinguait la porte de la Conférence, et le long du fleuve au-delà du jardin,
les arbres du cours la Reine, promenade favorite des courtisans et personnes de qualité qui vont là faire montre de leur carrosse. Les deux rives, dont nous venons de tirer un crayon rapide, encadraient comme deux coulisses la scène animée que présentait la rivière, sillonnée de barques, allant d'un bord à l'autre, obstruée de bateaux amarrés et groupés près de la berge, ceux-là chargés de foin, ceux-ci de bois et autres denrées. Près du quai, au bas du Louvre, les galiotes royales attiraient l'œil par leurs ornements sculptés et dorés et leurs pavillons aux couleurs de France. En ramenant le regard vers le pont, on apercevait par-dessus les fêtes aiguës des maisons semblables à des cartes appuyées l'une contre l'autre, les clochetons de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ce point de vue suffisamment contemplé, Hérode conduisit Sigognac devant la Samaritaine. Encore que ce soit le rendez-vous des nigauds qui restent là de longs espaces de temps à attendre que le clocheteur de métal frappe l'heure sur le timbre de l'horloge, il y faut aller et faire comme les autres. Un peu de badauderie ne messied point aux voyageurs nouveaux débarqués. Il y aurait plus de sauvagerie que de sagesse à mépriser avec rebuffade sourcilleuse ce qui fait le charme du populaire. C'est en ces termes que le tyran s'excusait près de son compagnon, pendant que tous deux faisaient pied de grue au bas de la façade du petit édifice hydraulique, et regardaient, attendant aussi que l'aiguille arrivât à mettre en branle le joyeux carillon, le Jésus de plomb doré, parlant à la Samaritaine, accoudé sur la margelle du puits, le cadran astronomique avec son zodiaque et sa pomme d'ébène marquant le cours du soleil et de la lune, le mascaron vomissant l'eau puisée au fleuve, l'Hercule à gaine supportant tout ce système de décoration, et la statue creuse servant de girouette comme la Fortune, à la Doggiana de Venise et la Giralda à Séville. La pointe de l'aiguille atteignit enfin le chiffre 10, et les cloches se mirent à tintinabuler le plus joyeusement du monde, avec leurs petites voix grêles, argentines ou cuivrées, chantant un air de sarabande. Le clocheteur leva son bras d'airain, et le marteau descendit autant de fois sur le timbre qu'il y avait d'heures à piquer. Ce mécanisme, ingénieusement élaboré par le flamand Lindler, amusa beaucoup Sigognac, lequel, bien que spirituel de sa nature, était fort neuf en beaucoup de choses, n'ayant jamais quitté sa gentilhommière au milieu des landes. Maintenant, dit Hérode, tournons-nous de l'autre côté. La vue n'est du tout si magnifique par là. Les maisons du pont au change la bornent trop étroitement. Les bâtisses du quai de la Mégisserie ne valent rien. Cependant, cette tour Saint-Jacques, ce clocher de Saint-Médéric et ces flèches d'églises lointaines annoncent bien leur grande ville. Et sur l'île du Palais, au quai du grand cours de l'eau, ces maisons régulières de briques rouges, reliées par des chaînes de pierre blanche, ont un aspect monumental, que termine heureusement la vieille tour de l'horloge coiffée de son toit en été noir, qui souvent perce à propos la brume du ciel. Cette place Dauphine ouvrant son triangle en face du roi de bronze et laissant voir la porte du palais peut se ranger parmi les mieux ordonnées et les plus propres. La flèche de la Sainte-Chapelle, cette église à 2 étages, si célèbre par son trésor et ses reliques, domine de façon gracieuse ses hauts toits d'ardoise percés de lucarnes ornementées et qui luisent d'un éclat tout neuf, car il n'y a pas longtemps que ces maisons sont bâties, et en mon enfance j'ai joué à la marelle sur le terrain qu'elles occupent. Grâce à la munificence de nos rois, Paris s'embellit tous les jours à la grande admiration des étrangers, qui de retour dans leur pays en racontent merveilles, le trouvant amélioré, agrandi et quasi neuf à chaque voyage. Ce qui m'étonne, répondait Sigognac, encore plus que la grandeur, richesse et somptuosité des bâtiments, tant publics que privés, c'est le nombre infini des gens qui pullulent et grouillent en ces rues, places et ponts comme des fourmis dont on vient de renverser la fourmilière, et qui courent éperdus de ça, de là, avec des mouvements dont on ne peut soupçonner le but. Il est étrange à penser que parmi les individus qui composent cette inépuisable multitude, chacun a une chambre, un lit bon ou mauvais, et mange à peu près tous les jours sans quoi il mourrait de malmort. Quel prodigieux amas de victuailles, combien de troupeaux de bœufs, de muids de farine, de poinçons de vin il faut pour nourrir tout ce monde amoncelé sur le même point, tandis qu'en Hollande on rencontre à peine un habitant de loin en loin. En effet, l'affluence du populaire qui circulait sur le Pont-Neuf avait de quoi surprendre un provincial. Au milieu de la chaussée se suivaient et se croisaient des carrosses à 2 ou 4 chevaux, les uns fraîchement peints et dorés, garnis de velours avec glace aux portières, se balançant sur un moelleux ressort, peuplé de laquais à l'arrière-train, et guidés par des cochers à trogne merveille en grande livrée, qui contenaient à peine, parmi cette foule, l'impatience de leur attelage. Les autres moins brillants, aux peintures ternies, aux rideaux de cuir, aux ressorts énervés, traînés par des chevaux beaucoup plus pacifiques, dont la mèche du fouet avait besoin de réveiller l'ardeur, et qui annonçaient chez leur maître une moindre opulence. Dans les premiers, à travers les vitres, on apercevait des courtisans magnifiquement vêtus, des dames coquettement attifées, dans les seconds, des robins, docteurs et autres personnages graves. À tout cela se mêlaient des charrettes chargées de pierres, de bois ou de tonneaux, conduites par des charretiers brutaux à qui les embarras faisaient renier Dieu avec une énergie endiablée. À travers ce dédale mouvant de chars, les cavaliers cherchaient à se frayer un passage et ne manœuvraient pas si bien qu'ils n'eussent parfois la botte effleurée et crottée par un moyeu de roue. Les chaises à porteurs, les unes de maître, les autres de louage, tâchaient de se tenir sur les bords du courant pour n'en être point entraînées, et longeaient autant que possible les parapets du pont.
vint à passer un troupeau de bœufs, et le désordre fut à son comble. Les bêtes cornues, nous ne voulons pas parler des bipèdes mariés qui lors traversaient le pont-neuf, mais bien des bœufs, couraient çà et là, baissant la tête, effarés, harcelés par les chiens, bâtonnés par les conducteurs. À leur vue, les chevaux s'effrayaient, piaffaient et faisaient des pétarades. Les passants se sauvaient de peur d'être encornés, et les chiens se glissant entre les jambes des moins lestes, les écartaient du centre de gravité et les faisaient choir plats comme porc. Même une dame fardée et mouchetée, toute passequillée de jaillets et de rubans couleur de feu, qui semblait quelque prêtresse de Vénus en quête d'aventure, trébucha de ses hauts patins et s'étala sur le dos, sans se faire mal, comme ayant l'habitude de telles chutes, ne manquèrent pas à dire les mauvais plaisants qui lui donnèrent la main pour se relever. D'autres fois, c'était une compagnie de soldats se rendant à quelques postes, enseignes déployées et tambours en tête, et il fallait bien que la foule fît place à ces fils de Mars accoutumés à ne point rencontrer de résistance. Tout ceci, dit Hérode à Sigoniac que ce spectacle absorbait, n'est que de l'ordinaire. Tâchons de fendre la presse et de gagner les endroits où se tiennent les originaux du Pont-Neuf, figures extravagantes et falottes qu'il est bon de considérer de plus près. Nulle autre ville que Paris n'en produit de si hétéroclites. Elle pousse entre ses pavés comme fleurs, ou plutôt champignons difformes et monstrueux, auxquels aucun sol ne convient comme cette boue noire. Et, tenez, voici précisément le Périgourdin du Maillet, dit le poète Crotté, qui fait la cour au roi de bronze. Les uns prétendent que c'est un singe échappé de quelque ménagerie, d'autres affirment que c'est un des chameaux ramenés par monsieur de Nevers. On n'a pas encore résolu le problème. Moi, je le tiens pour homme à sa folie, à son arrogance, à sa malpropreté. Les singes cherchent leur vermine et la croquent par esprit de vengeance et représailles. Lui ne prend pas un tel soin. Les chameaux se lissent le poil et s'aspergent de poussière comme de poudre d'iris. Ils ont d'ailleurs plusieurs estomacs et ruminent leur nourriture, ce que celui-ci ne saurait faire, car il a toujours le jabot vide comme la tête. Jetez-lui quelque aumône. Il la prendra en maugréant et en vous maudissant. C'est donc bien un homme, puisqu'il est folle, sale et ingrat. Sigognac tira de son escarcelle une pièce blanche qu'il tendit au poète, qui d'abord, enfoncé dans une rêverie profonde comme sont d'habitude ses gens blessés de cervelle et fantastiques d'humeur, ne voyait pas le baron planté devant lui. Il l'aperçut enfin, et sortant de sa méditation creuse, il prit la pièce d'un geste brusque et fou, et la plongea dans sa pochette en grommelant quelques vagues injures, puis, le démon des vers s'emparant de nouveau de lui, il se mit à brocher des babines, à rouler des yeux, à faire des grimaces aussi curieuses au moins que celles des mascarons sculptés par Germain Pilon sous la corniche du Pont-Neuf, accompagnant le tout de mouvements de doigts pour scander les pieds du vers qu'il murmurait entre ses dents, qui le rendaient semblable à un joueur de mours et réjouissait les polissons réunis en cercle autour de lui. Ce poète, il faut le dire, était plus singulièrement accoutré que l'effigie de Mardi Gras, quand on l'amène brûler au mercredi des cendres, ou qu'un de ces mannequins qu'on suspend dans les vergers ou dans les vignes pour effrayer la gourmandise des oiseaux. On eût dit, à le voir, que le clocheteur de la Samaritaine, le petit mort du marché neuf ou le jacquemart de Saint-Paul se fussent allés vêtir à la friperie. Un vieux feutre roussi par le soleil, lavé par la pluie, ceint d'un cordon de graisse accrété en guise de plumet, d'une plume de coq rongée au mythe, plus comparable à une chausse à filtrer d'apothicaire qu'à une coiffure humaine, lui descendait jusqu'aux sourcils, le forçant à relever le nez pour voir, car les yeux étaient presque occultés sous ce bord flasque et crasseux. Son pourpoint, d'une étoffe et d'une couleur indescriptibles, paraissait de meilleure humeur que lui, car il riait par toutes les coutures. Ce vêtement facétieux crevait de gaieté et aussi de vieillesse, ayant vécu plus d'années que Mathusalem. Une lisière de drap de frise lui servait de ceinture et de baudrier, et soutenait en guise d'épée un fleuret démoucheté dont la pointe, comme un soc de charrue, creusait le pavé derrière lui. Des grecs de satin jaune, qui jadis avaient déguisé les masques à quelque entrée de balai, s'engloutissaient dans des bottes, l'une de pêcheur d'huîtres en cuir noir, l'autre à genouillère en cuir blanc de Russie, celle-ci à pied plat, l'autre à pied tortu, ergotée d'un éperon, et que sa semelle feuilletée eût abandonné depuis longtemps, sans le secours d'une ficelle faisant plusieurs tours sur le pied, comme les bandelettes d'un cothurne antique. Un roquet de bourracan rouge, que toutes les saisons retrouvaient à son poste, complétait cet ajustement qui eût fait honte à un cueilleur de pommes du Perche, et dont notre poète ne semblait pas médiocrement fier. Sous les plis du roquet, à côté du pommeau de la brette chargé sans doute de le défendre, un quignon de pain montrait son nez. Plus loin, dans une des demi-lunes pratiquées au-dessus de chaque pile, un aveugle, accompagné d'une grosse commère qui lui servait Dieu, braillait des couplets gaillards, ou d'un ton comiquement lugubre, psalmodiait une complainte sur la vie, les forfaits et la mort d'un criminel célèbre. À un autre endroit, un charlatan, revêtu d'un costume en serge rouge, se démenait, un pélican à la main, sur une estrade enjolivée par des guirlandes de dents canines, incisives ou molaires, enfilées dans des fils de laiton. Il débitait au badaud attroupé une harangue, où il se faisait fort d'enlever sans douleur, pour lui-même, les chicots les plus rebelles et les mieux enracinés, d'un coup de sabre ou de pistolet, au choix des personnes,
à moins, cependant, qu'elle ne préférât s'être opérée par les moyens ordinaires. « Je ne les arrache pas !» s'écriait-il d'une voix glapissante. « Je les cueille !» Allons, que celui d'entre vous qui jouit d'une mauvaise denture entre dans le cercle sans crainte, et je vais le guérir à l'instant. Un espèce de rustre, dont la joue ballonnée témoignait qu'il souffrait d'une fluxion, vint s'asseoir sur la chaise, et l'opérateur lui plongea dans la bouche la redoutable pince d'acier poli. Le malheureux, au lieu de se retenir au bras du fauteuil, suivait sa dent, qui avait bien de la peine à se séparer de lui, et se soulevait à plus de 2 pieds en l'air, ce qui amusait beaucoup la foule. Une saccade brusquement donnée finit son supplice, et l'opérateur brandit au-dessus des têtes son trophée tout sanglant. Pendant cette scène grotesque, un singe attaché sur l'estrade par une chaînette rivée à un ceinturon de cuir qui lui sanglait les reins, contrefaisait d'une façon comique les cris, gestes et contorsions du patient. Ce spectacle ridicule ne retint pas longtemps Hérode et Sigognac, qui s'arrêtèrent plus volontiers aux marchands de gazettes et aux bouquinistes installés sur les parapets. Même le tyran fit remarquer à son compagnon un gueux tout déguenillé qui s'était établi en dehors du pont, sur l'épaisseur de la corniche, sa béquille et son écuelle auprès de lui, et de là, haussant le bras, mettait son chapeau crasseux sous le nez des gens penchés pour feuilleter un livre ou regarder le cours de l'eau, afin qu'ils y jetassent un double ou un teston, ou plus s'il leur plaisait, car ils ne refusaient aucune monnaie, étant bien capables de faire passer la fausse. « Chez nous, dit Sigognac, il n'y a que les hirondelles qui logent aux corniches. Ici, ce sont les hommes. »« Vous appelez ce maraud un homme, dit Hérode. C'est bien de la politesse, mais chrétiennement il ne faut mépriser personne. Au reste, il y a de tout sur ce pont, peut-être même d'honnêtes gens puisque nous y sommes. D'après le proverbe, on y saurait passer sans rencontrer un moine, un cheval blanc et une drôlesse. Voici précisément un frocard qui se hâte faisant claquer sa sandale, le cheval blanc n'est pas loin. Et, pardieu, regardez devant vous, cette rosse qui fait la courbette comme entre les piliers. Il ne manque plus que la courtisane. Nous n'attendrons pas longtemps. Au lieu d'une, il en vient 3, la gorge découverte, fardés en roues de carrosse, et riant d'un rire affecté pour montrer leurs dents. Le proverbe n'a pas menti. Tout à coup, un tumulte se fit entendre à l'autre bout du pont, et la foule courut au bruit. C'étaient des breteurs qui s'escrimaient sur le terre-plein au pied de la statue, comme en l'endroit le plus libre et le plus dégagé. Ils criaient « Tue, tue !» et faisaient mine de se charger avec furie. Mais ce n'était qu'estocade simulée, que botte retenue et courtoise, comme dans les duels de comédie, où tant tués que blessés, il n'y a jamais personne de mort. Ils se battaient 2 contre 2, et paraissaient animés d'une rage extrême, écartant les épées qu'interposaient leurs compagnons pour les séparer. Cette feinte querelle avait pour but de produire un rassemblement pour que, parmi la foule, les coupe-bourses et les tire-laines puissent faire leur coup tout à l'aise. En effet, plus d'un curieux qui était entré dans le groupe un beau manteau doublé de panne sur l'épaule et la pochette bien garnie, sortit de la presse en simple pourpoint et ayant dépensé son argent sans le savoir. Sur quoi les breteurs, qui ne s'étaient jamais brouillés, s'entendant comme larrons enfoirés qu'ils étaient, se réconcilièrent et se secouèrent la main avec grande affectation de loyauté, déclarant l'honneur satisfait. Ce qui n'était vraiment pas difficile, l'honneur de tel maroufle ne devait point avoir de bien sensible délicatesse. Sigognac, sur l'avis d'Hérode, ne s'était pas trop approché des combattants, de sorte qu'il ne pouvait les voir que confusément à travers les interstices que laissaient au regard les têtes et les épaules des curieux. Cependant, il lui sembla reconnaître dans ces 4 drôles les hommes dont il avait la nuit précédente surveillé les mystérieuses allures à l'auberge de la rue Dauphine, et il communiqua son soupçon à Hérode. Mais déjà les breteurs s'étaient prudemment éclipsés derrière la foule, et il eût été plus malaisé de les retrouver qu'une aiguille en un tas de foin. « Il est possible, dit Hérode, que cette querelle n'ait été qu'un coup monté pour vous attirer sur ce point, car nous devons être suivis par les émissaires du duc de Vallombreuse. Un des breteurs eut feint d'être gêné ou choqué de votre présence, et, sans vous laisser le temps de dégainer, il vous eût porté comme par mégarde quelques bottes assassines, et, au besoin, ses camarades vous auraient achevé. Le tour eût été mis sur le dos d'une rencontre et rixe fortuite. En de telles algarades, celui qui a reçu les coups les garde. La préméditation et le guet-apens ne se peuvent prouver. Cela me répugne, répondit le généreux Sigognac, de croire un gentilhomme capable de cette bassesse de faire assassiner son rival par des gladiateurs. S'il n'est pas satisfait d'une première rencontre, je suis prêt à croiser de nouveau le fer avec lui, jusqu'à ce que la mort de l'un ou de l'autre s'ensuive. C'est ainsi que les choses se passent entre gens d'honneur. Sans doute, répliqua Hérode, mais le duc sait bien, quelque enragé qu'il soit d'orgueil, que l'issue du combat ne pourrait manquer de lui être funeste. Il a tâté de votre lame et en a senti la pointe. Croyez qu'il conserve de sa défaite une rancune diabolique, et ne sera pas délicat sur les moyens d'en tirer vengeance. S'il ne veut pas l'épée, battons-nous à cheval au pistolet, dit Sigognac. Il ne pourra ainsi arguer de ma force à l'escrime. En discourant de la sorte, les 2 compagnons gagnèrent le quai de l'école, et là, un carrosse faillit écraser Sigognac, encore qu'il se fût rangé promptement. Sa taille mince lui valut de n'être pas aplati sur la muraille, tant la voiture le serrait de près,
Bien qu'il y eût de l'autre côté assez de place, et que le cocher, par une légère inflexion imprimée à ses chevaux, eût pu éviter ce passant qu'il semblait poursuivre. Les glaces de ce carrosse étaient levées, et les rideaux intérieurs abaissés. Mais qui, les yeux écartés, eût vu un seigneur magnifiquement habillé, dont une bande de taffetas noir pliée en écharpe soutenait le bras. Malgré le reflet rouge des rideaux fermés, il était pâle, et les arcs minces de ses sourcils noirs se dessinaient dans une mate blancheur. De ses dents, plus pures que des perles, il mordait jusqu'au sang sa lèvre inférieure, et sa moustache fine, roidie par des cosmétiques, se hérissait avec des contractions fébriles comme celles du tigre flairant sa proie. Il était parfaitement beau, mais sa physionomie avait une telle expression de cruauté qu'elle eût plutôt inspiré l'effroi que l'amour, du moins en ce moment où des passions haineuses et mauvaises la décomposaient. À ce portrait, esquissé en soulevant le rideau d'une voiture qui passe à toute vitesse, on a sans doute reconnu le jeune duc de Vallombreuse. Encore ce coup manqué, dit-il, pendant que le carrosse l'emportait le long des Tuileries vers la porte de la Conférence. J'avais pourtant promis à mon cocher 25 louis s'il était assez adroit pour accrocher ce damné cigognac et le rouer contre une borne comme par accident. Décidément mon étoile pâlit. Ce petit hobereau de campagne l'emporte sur moi. Isabelle l'adore et me déteste. Il a battu mes estafiers, il m'a blessé moi-même. Fût-il invulnérable et protégé par quelque amulette, il faut qu'il meure, ou j'y perdrai mon nom et mon titre de duc. Humph fit Hérode en tirant une longue aspiration de sa poitrine profonde. Les chevaux de ce carrosse semblaient avoir l'humeur de ceux de Diomède, lesquels couraient sus aux hommes, les déchiraient et se nourrissaient de leur chair. Vous n'êtes pas blessé, au moins. Ce cocher de malheur vous voyait fort bien, et je gagerais ma plus belle recette qu'il cherchait à vous écraser, lançant son attelage de propos délibérés contre vous, pour quelque dessein ou vengeance occulte. J'en suis certain. Avez-vous remarqué s'il y avait quelque armoirie peinte sur les portières? En votre qualité de gentilhomme, vous connaissez la noble science héraldique, et les blasons des principales familles vous sont familiers. Je ne saurais le dire, répondit Sigognac. Un héros d'armes, même, en cette conjoncture, n'aurait pas discerné les émaux et couleurs d'un écu, encore moins ses partitions, figures et pièces honorables. J'avais trop à faire d'esquiver la machine roulante pour voir si elle était historiée de lions léopardés ou issants, d'alérions ou de merlettes, de besans ou de tourteaux, de croix cléchées ou vivrées, ou de tous autres emblèmes. Cela est fâcheux, répliqua Hérode. Cette remarque nous eût mis sur la trace et fait trouver, peut-être, le fil de cette noire intrigue, car il est évident qu'on cherche à se défaire de vous, quibus cumque vis, comme dirait le pédant Blasius en son latin. Quoique la preuve manque, je ne serais nullement étonné que ce carrosse appartînt au duc de Vallombreuse, qui voulait se donner le plaisir de faire passer son char sur le corps de son ennemi. Quelle pensée avez-vous là, seigneur Hérode? Fit Sigognac. Ce serait une action basse, infâme et scélérate, par trop indigne d'un gentilhomme de grande maison comme est, après tout, ce Vallombreuse. D'ailleurs, ne l'avons-nous pas laissé en son hôtel de Poitiers, assez mal accommodé de sa blessure? Comment se trouverait-il déjà à Paris, où nous ne sommes arrivés que d'hier? Ne nous sommes-nous point arrêtés assez longtemps à Orléans et à Tours, où nous avons donné des représentations pour qu'il ait pu, avec les équipages dont il dispose, nous suivre et même nous devancer? Quant à sa blessure, soignée par les plus excellents médecins, elle a dû bientôt se fermer et se cicatriser. Elle n'était pas d'ailleurs de nature assez dangereuse pour empêcher un homme jeune et plein de vigueur de voyager tout à son aise en carrosse ou en litière. Il faut donc, mon cher capitaine, vous bien tenir sur vos gardes, car on cherche à vous monter quelques coups de jarnac ou à vous faire tomber en quelque embûche sous forme d'accident. Votre mort livrerait sans défense Isabelle aux entreprises du duc. Que pourrions-nous contre un si puissant seigneur, nous autres pauvres histrions? S'il est douteux que Vallombreuse soit à Paris, ses émissaires du moins l'y remplacent, puisque cette nuit même, si vous n'aviez pas veillé sous les armes, ému d'un juste soupçon, il vous aurait gentiment égorgé en votre chambrette. Les raisons qu'alléguait Hérode étaient trop plausibles pour être discutées. Aussi le baron n'y répondit-il que par un signe d'assentiment, et porta-t-il la main sur la garde de son épée, qu'il tira à demi, afin de s'assurer qu'elle jouait bien et ne tenait point au fourreau. Tout en causant, les deux compagnons s'étaient avancés le long du Louvre et des Tuileries jusqu'à la porte de la Conférence, par où l'on va au cours la Reine, lorsqu'ils virent devant eux un grand tourbillon de poussière où papillotaient des éclairs d'armes et des luisants de cuirasses. Ils se rangèrent pour laisser passer cette cavalerie qui précédait la voiture du roi, qui revenait de Saint-Germain au Louvre. Ils purent voir dans le carrosse, car les glaces étaient baissées et les rideaux écartés, sans doute pour que le populaire contemplât tout son soûl le monarque arbitre de ses destinées, un fantôme pâle, vêtu de noir, le cordon bleu sur la poitrine, aussi immobile qu'une effigie de cire. De longs cheveux bruns encadraient ce visage mort, attristé par un incurable ennui, un ennui espagnol à la Philippe II, comme l'Escurial seul peut en mitonner dans son silence et sa solitude. Les yeux ne semblaient pas réfléchir les objets, aucun désir, aucune pensée, aucun vouloir n'y mettait sa flamme. Un dégoût profond de la vie avait relâché la lèvre inférieure, qui tombait morose avec une sorte de moue boudeuse.
les mains blanches et maigres posées sur les genoux, comme celles de certaines idoles égyptiennes. Cependant, il y avait encore une majesté royale dans cette morne figure qui personnifiait la France et en qui se figeait le généreux sang de Henri IV. La voiture passa comme un éblouissement, suivie d'un gros de cavaliers qui fermait l'escorte. Sigognac resta tout rêveur de cette apparition. En son imagination naïve, il se représentait le roi comme un être surnaturel, rayonnant dans sa puissance, au milieu d'un soleil d'or et de pierreries, fier, splendide, triomphal, plus beau, plus grand, plus fort que tous les autres. Et il n'avait vu qu'une figure triste, chétive, ennuyée, souffreteuse, presque pauvre d'aspect, dans un costume sombre comme le deuil, et ne paraissant pas s'apercevoir du monde extérieur, occupée qu'elle était de quelques lugubres rêveries. Et quoi se disait-il en lui-même. Voilà le roi, celui en qui se résument tant de millions d'hommes, qui trône au sommet de la pyramide, vers qui tant de mains se tendent d'en bas suppliantes, qui fait taire ou gronder les canons, élève ou abaisse, punit ou récompense, dit grâce s'il le veut, quand la justice dit mort, et peut changer d'un mot une destinée. Si son regard tombait sur moi, de misérable je deviendrais riche, de faible puissant, un homme inconnu se développerait salué et flatté de tous. Les tourelles ruinées de Sigognac se relèveraient orgueilleusement, des domaines viendraient s'ajouter à mon patrimoine rétréci, je serais seigneur du mont et de la plaine. Mais comment penser que jamais il me découvre dans cette fourmilière humaine qui grouille vaguement à ses pieds et qu'il ne regarde pas? Et quand même il m'aurait vu, quelle sympathie peut-il se former entre nous? Ces réflexions, et beaucoup d'autres qu'il serait trop long de rapporter, occupaient Sigognac, qui marchait silencieusement à côté de son compagnon. Hérode respecta cette rêverie, se divertissant à regarder les équipages aller et venir. Puis il fit observer au baron qu'il allait être midi, et qu'il était temps de diriger l'aiguille de la boussole vers le pôle de la soupe, rien n'étant pire qu'un dîner froid, si ce n'est un dîner réchauffé. Sigognac se rendit à ce raisonnement péremptoire, et ils reprirent le chemin de leur auberge. Rien de particulier n'avait eu lieu en leur absence. Il ne s'était passé que 2 heures. Isabelle, tranquillement assise à table devant un potage étoilé de plus d'yeux que le corps d'Argus, accueillit son ami avec son doux sourire habituel, en lui tendant sa blanche main. Les comédiens lui adressèrent des questions badines ou curieuses sur son excursion à travers la ville, lui demandant s'il possédait encore son manteau, son mouchoir et sa bourse. À quoi Sigognac répondit joyeusement par l'affirmative. Cette aimable causerie lui fit bientôt oublier ses sombres préoccupations, et il en vint à se demander en lui-même s'il n'était pas la dupe d'une imagination hypocondriaque qui ne voyait partout qu'embûches. Il avait raison cependant, et ses ennemis, pour quelques tentatives avortées, ne renonçaient point à leurs noirs projets. Mérindole, menacé par le duc d'être rendu aux galères d'où il l'avait tiré s'il ne le défaisait de Sigognac, se résolut à requérir l'aide d'un brave de ses amis, à qui nulle entreprise ne répugnait, quelque hasardeuse qu'elle fût, si elle était bien payée. Il ne se sentait pas de force à venir à bout du baron, qui d'ailleurs le connaissait maintenant, ce qui en rendait l'approche difficile, vu qu'il était sur ses gardes. Mérindole alla donc à la recherche de ce spadassin qui demeurait place du Marché Neuf, près du Petit Pont, endroit peuplé principalement de bretteurs, filous, tireurs de laine et autres gens de mauvaise vie. Avisant parmi les hautes maisons noires, qui s'épaulaient comme ivrognes ayant peur de tomber, une plus noire, plus délabrée, plus lépreuse encore que les autres, dont les fenêtres débordant d'immondes guenilles ressemblaient à des ventres ouverts laissant couler leurs entrailles, il s'engagea dans l'allée obscure qui servait d'entrée à cette caverne. Bientôt le jour venant de la rue s'éteignit, et Mérindole, tâtant les murailles suantes et visqueuses, comme si des limaçons les eussent engluées de leur bave, trouva parmi l'ombre la corde tenant lieu de rampe à l'escalier, corde qu'on pouvait croire détachée d'un gibet et suiffée de graisse humaine. Il se hissa comme il put par cette échelle de meunier, trébuchant à chaque pas sur les bosses et callosités qu'avait formées à chaque marche la vieille boue entassée là, couche à couche, depuis le temps où Paris s'appelait Lutèce. Cependant, à mesure que Mérindole avançait dans son ascension périlleuse, les ténèbres se faisaient moins intenses. Une lueur blafarde et brouillée pénétrait à travers les vitres jaunes des jours de souffrance pratiqués pour éclairer l'escalier, et qui donnait sur une cour noire et profonde comme un puits de mine. Enfin, il arriva au dernier étage à demi suffoqué par les vapeurs méphitiques s'exhalant des plombs. 2 ou 3 portes s'ouvraient sur le palier, dont le plafond en plâtre sale était enjolivé d'arabesques obscènes, de tire-bouchons et de mots plus que rabelaisiens tracés par la fumée des chandelles, fresque bien digne d'une pareille bicoque. L'une de ces portes était entrebâillée. Mérindole la poussa d'un coup de pied, ne voulant y toucher de la main, et pénétra sans plus de cérémonie dans l'unique chambre composant le Louvre du bretteur, Jacquemin Lampourde. Une âcre fumée lui piqua les yeux et le gosier, si bien qu'il se prit à tousser comme un chat qui avale des plumes en croquant un oiseau, et qu'il se passa bien 2 minutes avant qu'il pût parler. Profitant de la porte ouverte, la fumée se répandit sur le palier, et le brouillard devenant moins épais, le visiteur put discerner à peu près l'intérieur de la chambre. Ce repère mérite une description particulière, car il est douteux que l'honnête lecteur ait jamais mis le pied dans un taudis pareil, et il ne saurait se faire l'idée d'un tel dénuement. Le bouge était meublé principalement de 4 murs le long desquels les infiltrations du toit
avait dessiné les îles inconnues et des fleuves qu'on ne rencontre en aucune carte géographique. Aux endroits à portée de la main, les locataires successifs du taudis s'étaient amusés à graver au couteau leurs noms incongrus, baroques ou hideux, par suite de ce penchant qui pousse les plus obscurs à laisser une trace de leur passage en ce monde. À ces noms, souvent, était accolé un nom de femme, Iris de Carrefour, que surmontait un cœur percé d'une flèche semblable à une arête de poisson. D'autres, plus artistes, avec un bout de charbon retiré des cendres, avaient essayé de croquer quelques profils grotesques, une pipe entre les dents, ou quelques pendus tirant la langue et gambadant au bout d'une potence. Sur le bord de la cheminée, où fumaient en bavant les branches d'un cotré volé, s'entassait dans la poussière un monde d'objets bizarres, une bouteille ayant planté dans le goulot, une chandelle à demi consumée, dont le suif avait coulé en larges nappes sur le verre, vrai flambeau d'enfants prodigues et de biberons, un cornet de tric-trac, 3 déplombés, les heures de Robert Bénière, à l'usage du lansquenet, un fagot de bout de vieille pipe, un pot en grès à mettre du pétain, un chausson renfermant un peigne édenté, une lanterne sourde arrondissant sa lentille comme une prunelle d'oiseau de nuit, des paquets de clés, sans doute fausses, car il n'y avait en la chambre aucun meuble à ouvrir, un fer à relever la moustache, un angle de miroir au teint rayé comme par les griffes d'un diable, où l'on ne pouvait se voir qu'un œil à la fois. Encore ne fallait-il pas que cet œil ressemblât à celui de Junon, qu'Homère appelle Voopis, et mille autres brimborions fastidieux à décrire. En face de la cheminée, sur un pan de muraille moins humide que les autres, et tendu d'ailleurs d'un lambeau de serge verte, rayonnait un faisceau d'épées soigneusement fourbi, d'une trempe à l'épreuve, et portant sur leur acier la marque des plus célèbres armuriers d'Espagne et d'Italie. Il y avait là des lames à 2 tranchants, des lames triangulaires, des lames évidées au milieu pour laisser égoutter le sang, des dagues à large coquille, des coutelas, des poignards, des stylets et autres armes de prix dont la richesse faisait un singulier contraste avec le délabrement du bouge. Pas une tache de rouille, pas un grain de poussière ne les souillait. C'étaient les outils du tueur, et dans un arsenal princier ils n'eussent pas été mieux entretenus, frottés d'huile, épongés de laine et conservés dans leur état primitif. On eût dit qu'ils sortaient tout frais et moulus de la boutique. Lampourde, si néglige pour le reste, y mettait son amour-propre et sa curiosité. Cette recherche, quand on pensait au métier qu'il faisait, prenait un caractère horrible, et sur ses fers si bien polis, des reflets rouges semblaient flamboyer. De siège, il n'y en avait point, et l'on était libre de se tenir debout pour grandir, à moins qu'on ne préférât, si l'on voulait ménager la semelle de ses souliers, s'asseoir sur un vieux panier défoncé, une malle ou un étui de luth qui traînait dans un coin. La table se composait d'un volet abattu sur 2 tréteaux. Elle servait aussi de lit. Après avoir fait carousse, le maître du logis s'y allongeait et, prenant le coin de la nappe, qui n'était autre que la panne de son manteau, dont il avait vendu le dessus pour se doubler la panse, il faisait demi-tour du côté de la muraille pour ne plus voir les bouteilles vides, spectacle singulièrement mélancolique aux ivrognes. C'est dans cette position que Mérindole trouva Jacquemin Lampourde ronflant comme la pédale d'un tuyau d'orgue, bien que toutes les horloges des environs eussent sonné 4 heures de l'après-midi. Un énorme pâté de venaison, qui montrait dans ses ruines vermeilles des marbrures de pistache, gisait éventré sur le carreau, et plus qu'à moitié dévoré, comme un cadavre attaqué des loups au fond d'un bois, en compagnie d'un nombre fabuleux de flacons dont on avait sucé l'âme, et qui n'étaient plus que des fantômes de bouteilles, des apparences creuses bonnes à faire du verre cassé. Un compagnon, que Mérindole n'avait pas aperçu d'abord, dormait à point tendu sous la table, tenant encore au bec, entre ses dents, le tuyau cassé d'une pipe, dont le fourneau avait roulé à terre tout bourré d'un pétain qu'en son ivresse il avait oublié d'allumer. « Hé, Lampourde !» dit l'estafier de Vallombreuse. « C'est assez dormir comme cela. Ne me regarde pas avec ces yeux plus ronds que billes. Je ne suis point un commissaire ou un sergent qui te vient quérir pour te mener au Châtelet. Il s'agit d'une affaire importante. Tâche de repêcher ta raison noyée au fond des pots et de m'écouter. » Le personnage, ainsi interpellé, se souleva avec une lenteur somnolente, se mit sur son séant, développa en s'étirant de longs bras, dont les poings touchaient presque aux 2 murs de la chambre, ouvrit une bouche immense dentée de crocs pointus, et se tordant la mâchoire, dessina un bâillement formidable, semblable au rictus d'un lion ennuyé, le tout accompagné de gloussements inarticulés et gutturaux. Ce n'était point un Adonis que Jacquemin Lampourde, bien qu'il se prétendît favoriser les femmes autant que pas un, et même, à l'entendre, des plus hautes et mieux situées. Sa grande taille, dont il tirait fierté, ses maigres jambes héronnières, son échine efflanquée, sa poitrine osseuse et cardinalisée à la boisson, qu'on voyait en ce moment par sa chemise entr'ouverte, ses bras de singe assez longs pour qu'il pût nouer ses jarretières sans presque se baisser, ne composaient pas un physique bien agréable. Quant à sa figure, un nez prodigieux qui rappelait celui de Cyrano de Bergerac, prétexte de tant de duels, y occupait la place la plus importante. Mais Lampourde s'en consolait avec l'axiome populaire. Jamais grand nez n'a gâté visage. Les yeux, quoique brouillés encore d'ivresse et de sommeil, avaient dans leurs prunelles de froids éclairs d'acier, annonçant le courage et la résolution. Sur les joues décharnées, 2 ou 3 rides perpendiculaires, pareilles à des coups d'épée, dessinaient leurs lignes rigides, qui n'étaient pas précisément des nids d'amour.
Une tignasse de cheveux noirs fort emmêlés pleuvait autour de cette physionomie bonne à sculpter sur un manche de violon, et dont personne cependant n'avait envie de se moquer, tant l'expression en était inquiétante, narquoise et féroce. Que le Molubec trousse l'animal qui me vient ainsi troubler en mes joies et patauger parmi mes rêves anacréontiques. J'étais heureux, la plus belle princesse de la terre m'accueillait gracieusement. Vous avez fait envoler mon songe. Trêve de billevesée, fit Mérindole avec impatience. Prête-moi 2 minutes ton ouïe et ton attention. Je n'écoute personne quand je suis gris, répondit majestueusement Jacquemin Lampourde en s'étayant sur le coude. D'ailleurs, j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Nous avons cette nuit détroussé un milord anglais, tout cousu de pistoles. Je suis en train de manger et de boire ma part. Mais avec un petit tour de lansquenet, ce sera bientôt fini. À ce soir donc les affaires sérieuses. Trouvez-vous à minuit sur le terre-plein du Pont-Neuf, au pied du cheval de bronze. J'y serai, frais, limpide, alerte, jouissant de tous mes moyens. Nous accorderons nos flûtes et conviendrons des sommes, lesquelles doivent être considérables, car j'aime à croire qu'on ne dérange pas un brave comme moi pour des friponneries subalternes, des vols insignifiants ou autres menus peccadilles. Décidément le vol m'ennuie, je ne fais plus que l'assassinat, c'est plus noble. On est un carnassier léonin et non une bête de rapine. S'il s'agit de tuer, je suis votre homme, et encore faut-il que l'attaqué se défende. Les victimes sont si lâches parfois que cela me dégoûte. Un peu de résistance donne du cœur à l'ouvrage. Oh, pour cela sois tranquille, répondit Mérindole avec un mauvais sourire. Tu trouveras à qui parler. Tant mieux, fit Jacquemin Lampourde. Il y a longtemps que je ne me suis escrimé avec quelqu'un de ma force. Mais en voilà assez. Sur ce, bonsoir, et laissez-moi dormir. Mérindole partit. Jacquemin Lampourde essaya de se rendormir, mais en vain. Le sommeil interrompu ne revint pas. Le bretteur se leva, secoua rudement le compagnon qui ronflait sous la table, et tous deux s'en allèrent dans un tripot où se jouaient le lansquenet et la bassette. L'assistance était composée de plumés, de spadassins, de filous, de laquais, de clercs, de quelques bourgeois naïfs conduits là par des filles, pauvres pigeons destinés à être plumés vifs. On n'entendait que le bruit des dés roulant dans le cornet et le froissement des cartes battues, car les joueurs sont d'ordinaire silencieux, sauf en cas de perte, quelques interjections blasphématoires. Après des alternatives de chance et de guignon, le vide, duquel la nature et l'homme surtout ont horreur, fut hermétiquement pratiqué dans les pochettes de Lampourde. Il voulut jouer sur parole, mais ce n'était pas une monnaie qui eût cours en ce lieu, où les joueurs, en recevant leur gain, mordaient les pièces par manière d'éprouvette pour voir si les louis n'étaient point en plomb doré et les testons en étain à fondre des cuillères. Force lui fut de se retirer nu comme un petit Saint-Jean, après être entré gros seigneur et remuant les pistoles à pleine main. Ouf fit-il quand l'air frais de la rue le frappa au visage et lui rendit son sang-froid. Me voilà débarrassé. C'est drôle comme l'argent me grise et m'abrutit. Je ne m'étonne plus que les traitants soient si bêtes. Maintenant que je n'ai plus le sol, je me sens plein d'esprit. Les idées bourdonnent autour de ma cervelle comme abeilles autour d'une ruche. De Laridon, je redeviens César. Mais voici que le clocheteur de la Samaritaine martèle 12 heures. Mérindole doit m'attendre devant le roi de bronze. Et il se dirigea vers le Pont-Neuf. Mérindole était à son poste, occupé à regarder son ombre au clair de lune. Les deux spadassins, ayant bien regardé autour d'eux pour voir si personne ne pouvait les entendre, parlèrent cependant à voix basse pendant assez longtemps. Ce qu'ils dirent, nous l'ignorons. Mais en quittant l'agent du duc de Vallombreuse, Lampourde faisait sonner de l'or dans ses poches, avec une impudence qui montrait combien il était redouté sur le Pont-Neuf.